La première étape, c'est pas ça. La première étape, c'est un rappel. Et le rappel, je suis peut-être complètement dans le champ. Ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour d'être dans le champ. C'est bien correct, on est tous dans le champ. Le rappel, c'est pas Jacob Fowler. Le rappel, c'est Capo Caconet. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Ben oui! Ken Hughes et Jeff Gorton ont écouté le live de mardi soir et se sont dit « Lol, ce gars-là est complètement dans le champ. Ça arrive, si t'es pas au courant. » Le Canadien a rappelé 3 joueurs du Rocket de Laval à la suite de sa défaite face au Lightning de Tampa Bay. Owen Beck, Adam Engstrom et Jacob Fowler. Ça fait maintenant 2 semaines que je dis que le Canadien doit essayer un électrochoc devant le filet et donner un départ à Capo Caconen, ne serait-ce que pour allumer un feu sous Samuel Montembeault et permettre au pauvre Jacob Dobèche de souffler un brin. Si tu veux mon raisonnement complet à ce sujet, écoute les 5 premières minutes de l'après-match Canadien Lightning disponibles juste ici, mais juste au cas, j'essaie de te le résumer en moins d'1 minute. Let's go! D'abord, je voulais que le Canadien adopte la méthode Connor Hellebuyck avec Jacob Fowler. C'est quoi ça, tu demandes? Après avoir été repêché en 5e ronde par les Jets en 2012, Hellebuyck a joué 2 saisons NCAA, comme Fowler, aussi comme Fowler. Même s'il était un choix plus tardif au repêchage, 5e ronde, comme je viens de le dire dans le cas d'Hellebuyck, 3e dans celui de Fowler, Hellebuyck est devenu un énorme espoir à la position de gardien pendant qu'il jouait universitaire. Il était devenu le premier récipiendaire du trophée Mike Richter, remis au meilleur gardien de la NCAA en 2014. Fowler a gagné le même trophée l'an dernier après 2 saisons. Hellebuyck fait le saut chez les pros, est très bon à sa première année en Ligue américaine. Joue 0 match LNH, commence la saison suivante dans la Ligue américaine également, et finalement, on le rappelle en 2015-2016, et le reste, c'est de l'histoire, comme disent les Anglos. C'était-tu moins d'1 minute, ça? Ben, en fait, c'est pas terminé. Ensuite, 2e élément. Le Canadien, à mon humble avis, a tout à perdre, rien à gagner avec ce rappel. Fowler se fait poivrer. Les partisans vont dire « C'est ça le gardien d'avenir qu'on nous a vendu? » Pas fort. Fowler est sensationnel? Oh boy! Imaginez la bulle que ça va créer. Puis il faudrait pas qu'elle pète, la bulle. Tu sais, imaginez, là, Fowler est bon. Tu fais pas un ménage à 3 pendant 2 mois. Hop là, qu'est-ce qu'on fait? On échange Monty? T'échanges Monty, à moins d'aller chercher un autre vet en retour, puis d'envoyer Dobèche en bas, tu te ramasses avec 2 recrues devant le filet. Tu renvoies Dobèche en bas se faire une confiance, si pendant ce temps-là, Monty commence à être... Oh, d'où Jésus! Je vois venir, là, mais regardez, ça, c'est peut-être moi qui paranoïe. Ça se pourrait. Bon, je viens de péter la minute. Pas grave. Je vous résume très sommairement, là, parce que pour l'explication complète, est disponible dans l'après-match Canadien versus Lightning. Versus... Pourquoi j'ai dit versus? Canadien contre Lightning. Mais il est là. Jacob, c'est fait. Je vais pas être le type de personne qui renchérit, crie au meurtre, déchire sa chemise, il dit « On est dans le champ, j'avais raison! Hein? » Je vais pas vous dire pourquoi je trouve que ça n'avait pas de bon sens. Non, comme vous l'avez entendu en intro, peut-être que je suis dans le champ. Ça se pourrait très bien. Le temps va nous le dire. Non, dans cette vidéo, on va plutôt aller dans quelque chose de plus constructif, quelque chose de plus concret. Dans un premier temps, on va parler de Fowler en tant que tel. Pour ceux là, qui ont vu le rappel puis qu'ils savent que c'est un bon espoir à la position de gardien, que c'est l'espoir du Canadien à la position de gardien, mais qu'ils ne connaissent pas trop, Jacob Fowler, vous n'êtes pas familier avec son jeu, mais on va parler de pourquoi on parle de lui comme le gardien d'avenir du Canadien et pourquoi il est si haut sur les listes d'espoir à la position de gardien. On va ensuite regarder des cas de jeunes comme lui, qui s'amène dans la Ligue nationale. Fowler, je vous le rappelle, a 21 ans. En ce moment, c'est sa 3e saison post-repêchage. On va aller voir qu'est-ce que ça a donné. Leur premier départ, les saisons qui ont suivi, la saison qui ont suivi, ça a-tu été une séquence de montée et de descente dans la Ligue américaine? Ça a-tu été des gardiens qui sont arrivés et qui se sont installés tout de suite? Comment ça s'est déroulé pour eux? Et on va regarder, est-ce qu'il y a des choses à apprendre de ces situations-là? Est-ce qu'on peut essayer de voir qu'est-ce qui s'en vient pour Jacob Fowler à Montréal? Mais tout juste avant d'aller là avec Jacob Fowler, salutations à toi, aventurier de l'Internet. Avance pas trop vite. Ton boy veut t'envoyer au Centre Bell. La chaîne a presque doublé cette année, passant de 12 000 à 23 000 abonnés. Prochain objectif,
25 en 25. Si on atteint les 25 000 abonnés d'ici la fin de l'année, il me fera plaisir de faire tirer une paire de billets pour un match du Canadien cet hiver au Centre Bell. Tout ce que tu as à faire pour t'inscrire, c'est t'abonner. Ça coûte rien et théoriquement, tu viens de le faire en 0,2 secondes. C'est fait? OK. Jacob. Donc, Jacob Fowler, choix de 3e ronde du Canadien au repêchage de 2023. Pourquoi est-il autant en vue chez les espoirs à la position? D'abord, une force de caractère vraiment impressionnante. Contrairement à beaucoup d'espoirs de premier plan américains, Fowler n'a pas fait sa marque tout jeune, il n'a pas fait le programme de développement, l'équipe U18 américaine. En fait, débutons avec ça. Il vient de la Floride. Pas le terreau fertile des espoirs, ça, là, au hockey. Un peu à l'image de Carey Price, même. Il devait faire beaucoup de routes enfant pour pratiquer son sport à un niveau élite. Évidemment, parce que, du moins, j'allais dire à cette époque-là. En tant que ça fait pas si longtemps, t'es un kid, il y a 21 ans. Bref, à ce moment-là, encore probablement aujourd'hui, je veux dire, la Floride, ben c'est ça, c'est pas l'Ontario, c'est pas le Québec, c'est pas le Minnesota, c'est pas la Finlande. Pas là qu'il se développe le plus de jeunes joueurs. Peut-être que ça va changer avec les conquêtes de la Coupe Stanley des équipes de la Floride, mais là n'est pas le point. En 2020, il était éligible au repêchage de la OHL et de la USHL. Il a été choisi par aucune équipe dans aucune des deux ligues. Pour ceux qui se demandent pourquoi je spécifie OHL, les 3 ligues juniors canadiennes se partagent le territoire américain. Donc la Q repêche des joueurs de certains endroits, OHL certains endroits, l'Ouest certains endroits. Fait que lui, il était éligible au repêchage de la Ligue de l'Ontario. Il n'est pas repêché en USHL. Il participe à un mini-camp des Phantoms de Youngstown, une équipe donc de la USHL. Il impressionne suffisamment pour que l'équipe le place sur ce qu'appelle leur liste affiliée en tant que joueur de 15 ans. Il partage cette saison-là entre son club où il jouait au Connecticut. Il a joué une quinzaine de matchs également avec les Phantoms cette saison-là. L'année suivante, il devient leur gardien numéro 1. Il est nommé gardien de l'année dans la Ligue. Il est sensationnel en série, en route vers le championnat, le premier de l'histoire de cette équipe de la USHL. Pas pire pantoute pour un gars pas repêché dans cette ligue, je vous le rappelle, l'année d'avant. Puis j'ai regardé là, dans des fins de cette vidéo, là, il y a eu des goalers en masse repêchés cette année-là. Ensuite de ça, il prend la direction de Boston College. Il devient également un des meilleurs gardiens au pays. Il est même, tel que je l'ai mentionné un peu plus tôt, gardien de l'année en 2024-2025. Donc, Fowler, d'abord et avant tout, la force mentale que tu veux d'un gardien. Même Pascal Vincent, l'été dernier, en a parlé après l'avoir coaché en série avec le Rocket de Laval. Voici ce qu'il avait à dire. Ce gars-là pourrait être un capitaine. Je suis sérieux, son attitude est phénoménale. Ce jeune homme, c'est dur à expliquer, mais il entre dans une pièce et même s'il ne connaît personne ou presque, il est à sa place. Il sait quoi dire, il sait ne quoi pas dire. Il va sur la glace et il travaille fort. D'arriver comme ça, de s'impliquer de la façon dont il le fait, c'est assez remarquable. Il m'a beaucoup impressionné. Il avait dit ça au balado de Pierre Maguire de High Test avec Sick Media. Il l'a même comparé d'ailleurs à Martin Brodeur, d'où Jésus également. L'été dernier, en juillet, The Athletic avait fait son plus récent classement des espoirs à la position de gardien de but, repêché, pas encore à temps plein dans la Ligue nationale de hockey. Évidemment, depuis ce temps-là, Yaroslav Askarov, que vous venez de voir apparaître à l'écran, est rendu à temps plein dans la Ligue nationale de hockey. Ben, vous voyez, seul Yaroslav Askarov devançait Jacob Fowler, et non seulement ça, puis vous pouvez aller écouter ma vidéo là, à ce sujet, je réagissais à cette liste. The Athletic, comme le font souvent, il y avait des tiers, des groupes. Fowler était le seul avec Askarov dans Tier 1. Espoir de premier plan. Quand même. Au-delà de sa force de caractère, c'est quoi Jacob Fowler devant le filet? D'un point de vue purement technique, il est un gardien très moderne, qui découle un peu de l'influence Carey Price puis Andrei Vasilevskiy, des déplacements très contrôlés, toujours square, si vous me passez l'expression, à la rondelle, toujours bien bien positionné face à la rondelle. Si il n'a pas la vue voilée, il va très bien la suivre, la tracker. Très difficile à battre dans les situations conventionnelles. D'excellentes jambières. Ce gars-là fait des arrêts de la jambière assez fermes, des arrêts que j'apprécie, des arrêts autoritaires. Tu vas rarement le voir se faire traverser par la rondelle, donc des tirs au corps et tout ça, qui passent dans le trou de la baguette à pain. Un peu ce qui arrive malheureusement à Monty en ce moment. Ce qu'on lui reprochait, par contre, à son année de repêchage, je suis retourné voir les rapports, les scouting reports. Excusez, là, ça fait beaucoup d'anglicisme de suite. À son égard, sa forme physique,
malheureusement, et qu'il perdait parfois son filet. Autrement dit, après le premier arrêt, perdait le contrôle rapidement, ce qui est 100% à l'inverse d'un Price Vasi, d'ailleurs. Mais il a beaucoup travaillé là-dessus. Il est rendu en meilleure forme physique et personnellement, de ce que j'ai observé de lui jusqu'à date, peut-être vous aussi, vous avez regardé beaucoup d'images de séances, de faits saillants, voilà, de Jacob Fowler. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, c'est moi savoir en commentaire. Moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui lui arrive, c'est pas quelque chose non plus qui lui arrive depuis le début de la saison ou qui lui arrive très rarement avec le Rocket de Laval. Je vous parle du classement de The Athletic et les propos de Pascal Vincent parce que je veux pas voir personne arriver, si jamais Fowler ne performe pas rapidement, puis dire « Bon, un autre joueur surestimé, overhype par les médias et les fans montréalais. » Non. Fowler est bien vu à travers la Ligue. Fowler est bien vu par les médias de partout. Son coach dans la Ligue américaine, l'ensemble, je viens de le dire, il l'a comparé à Martin Brodeur, son coach avec le Rocket. Il y a même eu des rapports l'an dernier, quand Askarov a été échangé, que Kent Hughes aurait appelé Barry Trotz pour essayer de voir s'ils pouvaient conclure une transaction ensemble pour Askarov, et Hughes aurait refusé d'inclure Fowler dans un échange pour Askarov. Ça en dit beaucoup. Donc voilà le portrait global du gardien qui s'amène. Un joueur donc dont la force principale est la qualité, la force du mental, techniquement compétent, pas le plus gros gardien. Entendez-moi bien, il est 6 pieds 2. Je suis comme plusieurs d'entre vous, ça me fend quand j'entends ça de nos jours, pas le plus gros gardien, quand je viens de parler d'un gars de 6 pieds 2. Mais malheureusement, quand il est question de gardien dans la LNH d'aujourd'hui, c'est là qu'on est dans le hockey. Un gardien de 6 pieds 2, c'est incroyablement moyen. Je précise ça parce qu'à un moment donné, je parlais de... C'était pas de Fowler, je me souviens pas de qui, puis je parlais d'un gardien de 6 pieds... C'était-tu Devin Levi? En tout cas. Puis quelqu'un avait ressorti les stats, les mensurations de gardiens des années 90. Oui, puis encore une fois, je suis d'accord. Je suis un des gars que ça y aurait fait le plus plaisir de voir Nathan Darvaux avoir une chance professionnelle puis dans la Ligue nationale. Mais que voulez-vous? 6 pieds 2, au risque de me répéter, malheureusement, c'est un gardien incroyablement moyen dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. C'est pas par contre un problème pour... Ah! C'était Dustin Wolf, excusez. Je viens de me rappeler. C'était quand je parlais de Dustin Wolf, qui... 6 pieds ou 6 pieds 1. Voilà. Bref. Maintenant, je vous disais un peu plus tôt que je ne suis pas fan d'amener un gardien si tôt dans la Ligue. Ça arrive, par contre. Et il y a des exemples de gardiens qui sont arrivés très tôt et qui sont devenus excellents, voire de grands gardiens. Donc, regardons. Même si je ne suis pas d'accord avec la décision, qu'est-ce qui peut se passer? C'est quoi le meilleur scénario? C'est quoi le pire scénario? Regardons les jurisprudences pour les jeunes gardiens de but. Dans les 20 dernières années, allons dans l'ère lockout. Donc, j'ai mis la date de tombée là, à Carey Price. J'aurais pu remonter juste avant Carey puis aller à Marc-André Fleury. Mais bon. Choix éditorial de ton boy. Puis de toute façon, il fallait bien mettre un cut-off date à quelque part. Donc, restons près de chez nous. Carey! Et même que Carey, en fait, est si c'est pas la raison, c'est pas juste lui, mais c'est une des raisons principales pourquoi je suis si frileux avec Jacob Fowler. D'abord, entendez-moi bien. Les débuts de Carey Price ont été exceptionnels. 40 départs comme recrue. 4e au Calder, une année où les 3 nommés étaient Patrick Kane, qui avait fait 72 points, Niklas Backstrom, version centre, qui avait fait 69 points, nice, et Jonathan Toews, 24 buts, 54 points, et déjà Jonathan Toews cette année-là. Bref, la saison recrue de Carey Price a été très bonne. Les gens disent souvent que ça n'a pas été facile au début pour Price parce que, justement, il est un bel exemple de ce que ça peut être la LNH pour un gardien début vingtaine. En fait, il est un bel exemple de ce que c'est la LNH pour un gardien. Je veux dire, regardez Jeremy Swayman l'an passé. Boum, il est back. Regardez Linus Ullmark en ce moment. Dustin Wolf l'an passé versus cette année. J'ai encore dit versus. Pourquoi j'arrête pas de dire versus, moi? Bref, après une excellente saison recrue, où il a même reçu des votes au Carey Price. Au Vezina, d'ailleurs, Carey Price. Pensez-y, Price a eu des votes au Vezina, son année recrue. Il a terminé avec un taux d'efficacité de 920, le même que Martin Brodeur cette année-là, qui a gagné le Vezina, et il avait terminé 8e dans la LNH pour les buts sauvés à son année recrue, Carey Price. Il était un gardien numéro 1 en bonne et due forme en termes de statistiques. Après ça, il y avait eu 40 départs. Il est écrit 41, là, si vous regardez sur mon graphique juste ici, mais là-dedans, il y a un match où il était venu en relève. 40 départs. Ce sont les saisons 2 et 3 qui avaient été plus difficiles, ou du moins en montagne russe pour Price. Je dis montagne russe parce que dans l'ensemble, tu regardes ses stats, surtout pour un jeune gardien, c'était rien de mauvais. Mais des bonnes séquences, des moins bonnes longues séquences, finalement battues par Yaroslav Halak en fin de saison et série 2010. Ce n'est qu'à l'an 4, après la transaction Halak, en 2010-2011, que Price a commencé à montrer qu'elle allait devenir
Carey Price. Sa première année comme vrai partant incontesté en 10-11 après la transaction à Lac, 5e au Vizina. Il amorce une séquence de saison qui allait se conclure avec le Trophée Hart en 2015. Il aurait dû se conclure avec un deuxième Hart de suite en 2015-2016. Mais bon, est arrivé la blessure. Ah, va pas là, ça me fait mal au cœur d'en parler. Donc, souvenez-vous de Price, qui est d'ailleurs encore à ce jour le meilleur espoir à la position des 20 dernières années. Tout juste avant lui, je le disais, il y a eu Fleury et depuis, non, il n'y a pas eu un espoir. Puis j'insiste, là, c'est important tout le temps de le dire, quand ça ne veut pas dire qu'il est devenu le meilleur gardien des 20 dernières années. Ça, vous pouvez avoir le débat si vous voulez. Quand je dis le meilleur espoir, tu sais, Connor McDavid, Sidney Crosby, les meilleurs espoirs des 20 dernières années. Est-ce que Nikita Kucherov est devenu dans cette catégorie de joueurs-là dans la LNH? Oui. Mais en tant qu'espoir, il n'était pas aussi en vue que McDavid, que Crosby. Ovechkin, gros espoir, Matthews, etc. Tu sais, même John Tavares était un espoir sensationnel qui n'est pas devenu dans cette catégorie-là. Nathan McKinnon, vous comprenez ce que je veux dire, OK? Espoir à la position de gardien de but. Honnêtement, depuis Carey, peut-être Spencer Knight, peut-être Andrei Vasilevskiy. That's it. Tu peux devenir sensationnel après ça. Ça, c'est une autre discussion, comme je disais. Il y a eu d'autres espoirs, par contre, malgré tout, depuis Carey. Certains se sont mieux déroulés, d'autres un petit peu moins. Je vous parlais de Connor Hellebuyck un petit peu plus tôt. Ça a été différent pour l'autre grand gardien de l'époque actuelle, c'est-à-dire Andrei Vasilevskiy. Je le disais, lui aussi, c'était un grand espoir, 19e choix au repêchage en 2012. Tout comme Fowler, Vasi a obtenu son premier départ dans la LNH à sa 3e saison post-repêchage. Ça s'était fait d'ailleurs, lui aussi, en décembre. Tampa était bien en selle à cette époque-là avec le gros Ben Bishop. Mais il y a une blessure au mois de décembre. Vasi vient prendre quelques départs. Ça se passe très bien, mais il est renvoyé en bas après ça. On le rappelle pour de bon en février. À ce moment-là, c'était le vénérable Evgeny Nabokov qui était le réserviste à Tampa, mais il était plus l'ombre de lui-même. Ça allait pas bien pour lui à Tampa. Vasi est déjà clairement meilleur que lui. On envoie Nabokov au balotage. Il ne se rapporte pas au club école. On le libère. Il signe un contrat d'une journée avec les Sharks. Prend sa retraite. Vasi vient épauler Bishop pour le reste de la saison. Il a même obtenu un départ en finale cette année-là contre Chicago. Il avait joué au total 4 matchs en série. Les 3 autres, il était venu en relève. Il avait même gagné un match dont il était venu en relève. Je me demande si c'était pas contre Chicago en finale d'ailleurs. Il me semble qu'il était venu en relève aussi dans un match dans la série de 2e tour contre le Canadien, sous toute réserve. Mais bref, il avait même joué des matchs de série cette année-là. Malgré tout ça, malgré le fait que Vasi montre de belles choses son année recrue, joue même des matchs en série, on garde Ben Bishop l'année suivante. Et non seulement on garde Ben Bishop l'année suivante, il est nommé au Vizina l'année suivante. Faut dire qu'il est retourné dans la Ligue américaine, vous le voyez peut-être ici là, sur le tableau, en 15-16. Par contre, Vasi avait eu un caillot sanguin, si je me souviens bien. Cet été-là, avait été opéré. Il avait dû aller faire une période de mise en forme, un conditioning stint dans la Ligue américaine. Puis je suis pas mal sûr que l'entièreté de ses 12 départs avec le crunch, c'était sur le stint, la période de conditionnement physique, sous toute réserve. Je pense pas qu'il serait retourné dans la Ligue américaine n'eût été de ça. Mais quand même, il faut le mentionner, parce que vous le voyez, l'année d'après, il est retourné dans la Ligue américaine. Mais je suis pas mal certain qu'à aucun moment, c'était en raison de baisse de régime ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste, on l'a envoyé là pour qu'il se remette en forme après une période de convalescence. Il y a une différence quand même entre Bishop et la situation actuelle de Jacob Fowler, il faut dire. Le Canadien n'a pas de Ben Bishop en ce moment. J'ai dit la situation de Bishop. Il y a une différence entre la situation de Vasilevskiy et de Fowler. Le Canadien n'a pas de Bishop, qui permettrait à Fowler de prendre son temps. Le but est qu'il prenne son temps alors que Monty et Dobèche soient là. Et même si Monty retrouvait ses moyens, mettons que ça se mettait à aller mieux pour Monty. Soyons honnêtes. Je pense que si vous écoutez la chaîne, vous savez que je défends Monty. C'est quand même pas Prime Ben Bishop. Il y a quand même eu 2 nominations au Vizina pendant qu'il était à Tampa, puis il y en a une autre d'ailleurs en fin de carrière à Dallas, je suis pas mal sûr, dans mon souvenir. Son comme avant-dernière saison. Donc, Vasilevskiy. Ça a très bien été. À partir du moment où il a été rappelé, tout a toujours bien été pour Vasilevskiy. Il a été rappelé à peu près au même moment que Jacob Fowler. Et n'eût été de son état de santé, il ne serait jamais redescendu, tout aurait été chill. Il aurait appris pendant 1 an et demi avec Ben Bishop. On a finalement échangé Bishop 2 ans plus tard. C'est possible. Ça peut arriver, ce genre de situation-là, pour Jacob Fowler. Par contre, comme je le dis, la différence, il n'y a pas de Ben Bishop. C'est pour vraiment là, porter bien haut le flambeau pendant que Fowler se développe, comme Vasi le faisait, puis il poussait.
Après Vasilevski, il y a eu Carter Hart. Bon, évidemment, la situation de Carter Hart est rendue compliquée après ça. Il y a eu le procès et tout ça. Mais comme Fowler, Hart est rappelé en décembre 2018 par les Flyers. Et il sera finalement, cette saison-là, le gardien le plus utilisé par Philly. Oui, avec seulement 31 départs, parce que les Flyers, en 18-19, ont eu recours à 8 gardiens. Un record de la LNH qui tient toujours, quelques années plus tard. Un peu comme Price, Hart a eu un très bon départ dans la LNH. Pas aussi sensationnel que Price, mais quand même une bonne saison recrue. Il est le numéro 1 la saison suivante devant Brian Elliott. Ça, c'est 19-20. Vous voyez à 43 départs, là, peut-être que votre premier réflexe, c'est de vous dire, ouais, pas tant que ça. Oui, c'est une saison écourtée. Lui, il a eu 43 départs. Elliott, moins d'une trentaine. Puis évidemment, après ça, la saison a arrêté. Puis c'est lui là, qui a été le gardien numéro 1 dans la bulle en série cette année-là. Même la saison suivante, donc, il reste numéro 1. La deuxième saison, là, celle-là que je viens de vous parler. Puis après ça, il frappe un mur, saison 3, dont, à ce jour, il ne s'est jamais remis. Là, avec Hart, c'est difficile d'analyser parce que à quel point tout ce qui précédait le procès, à quel point il était au courant de tout ça, s'en est, à quel point tout ça... écoutez, on le saura jamais. On ne saura jamais à quel point c'est juste d'être devenu un numéro 1 si jeune, peut-être, qui est devenu difficile derrière une équipe des Flyers. Ça allait pas bien, les Flyers. En plus, il y a l'historique qu'on cherche un gardien numéro 1 depuis que le monde est monde, depuis Ron Hextall, en fait, presque. On le saura pas pour Spencer Knight. Pas pour Spencer Knight, excusez, pour Carter Hart. Fait c'est dur de dire et puis de le prendre en exemple, en raison, bien sûr, après ça, de ce qui a découlé de son procès et tout ça. Un petit peu la même chose pour Spencer Knight, qui a fait ses débuts encore plus jeune que Price, Hart et Vasilevski d'ailleurs. Lui a obtenu son départ à la fin de sa première année post-repêchage. Les trois autres gardiens dont je viens de parler, Price, Vasi, Hart, comme Jacob Fowler, ils ont commencé troisième année post-repêchage. Spencer Knight a eu 4 départs à la fin de sa deuxième année post-repêchage. Il a d'ailleurs eu son premier départ à LNH le lendemain de ses 20 ans. Donc, il a failli l'avoir à 19 ans. 4 départs avec les Panthers, donc, pour conclure la saison. L'année suivante, il joue 11 matchs dans la Ligue américaine, mais en réalité, il est le gardien numéro 2 des Panthers, derrière Sergei Bobrovsky. C'est le deuxième gardien qui a obtenu le plus de départs avec les Panthers cette année-là. 32 départs, c'est une charge de travail tout à fait légitime pour un gardien numéro 2. Je crois que Bob avait peut-être eu quelques blessures cette année-là sous toute réserve. Pourquoi j'ai dit même chose que Spencer Knight, pour Spencer Knight que Carter Hart d'ailleurs? Parce que pour des raisons complètement différentes, en fait littéralement à l'opposé de Carter Hart, on ne saura pas réellement à quel point son développement a bien été, mal été, parce que lui, il a été diagnostiqué avec un TOC. Il a pris une pause du hockey, il est allé sur le programme d'aide aux joueurs en raison de son diagnostic d'un TOC. Et finalement, à 24 ans, il semble un gardien numéro 1 de qualité en ce moment à Chicago. Puis d'où Jésus, je lui souhaite d'ailleurs. Mais avant ça, tout semblait indiquer que Knight allait être un rare cas de développement à succès comme gardien numéro 2 dans la LNH. Durant, une saison et demie en Floride, il progressait bien. Tout indiquait qu'il allait devenir éventuellement le gardien numéro 1 des Panthers, puis qu'il n'avait pas besoin de passer par la Ligue américaine, d'avoir une grosse charge de travail et tout ça. Ça allait bien pour Spencer Knight. Et depuis lui, les cas de gardiens qui arrivent si jeunes dans la LNH sont rares, voire ça n'arrive pas. Yaroslav Askarov a eu un départ en 2022-2023, donc ce qui est l'équivalent de la saison actuelle de Jacob Fowler, 2 la saison suivante. Et finalement, à sa 4e saison pro en Amérique du Nord, cette année, il est gardien dans la Ligue nationale de hockey et il est tout un gardien dans la Ligue nationale de hockey derrière une jeune équipe à San Jose. Jeremy Swayman a joué 3 saisons à NCAA après son repêchage. Jake Ottinger, 3 ans à NCAA, mais 2 après son repêchage. C'est un late, là, donc Jake Laloute, il a joué 1 an à NCAA avant même d'être repêché. 2 autres. Une année complète en Ligue américaine après ça. 100 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Lucas Dostal, présentement, que j'adore avec les Ducks d'Anaheim, repêché en 2018, premier match 2021-2022. On ne sait pas encore ce que le premier appel de Fowler va donner. Peut-être que dans 4-5 ans, on va parler de lui comme je viens de parler de Dostal, comme je viens de parler de Jake Ottinger, ou peut-être plus de Yaroslav Askarov, ou Jasper Wallstedt même, que je n'ai même pas mentionné. Donc, quelques départs ici et là, première année pro, deuxième année pro, puis là, peut-être que finalement, il monte. Peut-être qu'il est déjà ici pour de bon.
Peut-être qu'il se fait poivrer son premier match, puis on dit oh, palais, non, mauvaise idée, on retourne ça en bas parce que finalement, c'est pas rien que les goalers notre problème, c'est toute la défense. Yo, mon Jacob, va dominer en bas. On sait pas. Peut-être va-t-il faire la navette pour les prochaines saisons. L'important, c'est de ne pas forcer les choses avec lui. Et à ceux qui vont dire qu'il ne faut pas faire un autre Caden Primo, j'en profite. Personnellement, j'ai jamais embarqué dans la trame narrative que le Canadien a scrappé Caden Primo. Je pense qu'il a eu ses chances et qu'il les a jamais saisies. Je pense que Caden Primo, malheureusement, n'est pas un gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Je viens de vous parler de plein de gardiens qui sont montés, descendus à plusieurs reprises. Comme Primo le fait, ça les scrape pas. Je pense qu'à Montréal, on a tendance des fois à déresponsabiliser des jeunes joueurs. En fait, on le voit en ce moment avec Dobèche. Plusieurs disent « Saint-Louis l'a mêlé. Il n'a pas donné le net après son bon début de saison. » C'est drôle. Au moment où j'enregistre cet épisode, Jesper Wallstedt a joué 2 matchs de suite du Wild à une reprise cette année. Malgré tout ce qu'il fait, une seule fois, après un départ, on y en a donné un autre. Tu vois, il n'a pas l'air mêlé. Il n'a pas l'air mêlé par ça, pantoute. L'an passé, les Caps ont alterné toute la saison quand les gardiens étaient en santé, les deux. Personne n'avait l'air mêlé. Hein? Bon, c'est ça que je veux dire. Des fois, je trouve qu'on déresponsabilise un petit peu les joueurs. Et si Fowler, il est rappelé là pour 3-4 matchs, finalement, les choses se placent, ou peu importe, ça se passe pas bien, on le renvoie. Un autre. C'est pas ça qui va le scraper. Ce qui peut le scraper, par contre, c'est si tu le ramènes, ça va pas bien, puis t'es comme, non, on est tellement mal pris, let's go, goal, mon Jacob. Ça, je dis pas que c'est impossible que tu rates un développement. C'est possible, au contraire. C'est le but même de pourquoi je voulais pas qu'on force les choses avec lui. Mais ceci étant dit, c'est pas de le monter là non plus. Il y a moyen, même si tu viens de le monter là, même si je trouve que c'est trop tôt, de pas le scraper. Bref, oui, le Canadien a un joyau entre les mains. Un joyau que j'aurais personnellement aimé qu'on continue à polir avec le Rocket toute l'année. Mais la vérité, si je suis 100% honnête avec vous, c'est qu'en ce moment, Jacob Fowler est le gardien dans l'organisation qui joue le mieux. Il joue mieux que Kaapo Kähkönen en bas. Donc, même si pour des raisons strictement de développement, j'aurais préféré qu'il reste en bas et qu'on tente notre chance avec Kähkönen, qui n'a rien à perdre. D'un point de vue strictement court terme, si ton but est essayer de gagner des matchs, Fowler est le bon choix. Ça, j'ai pas le choix de l'admettre, même si je suis pas d'accord avec la décision. Qu'est-ce que tu penses de toute cette situation? Qu'est-ce que tu penses du rappel de Fowler? Quelles sont tes attentes envers lui? Tu veux rire de moi parce que tu me disais c'est Fowler qu'il faut rappeler puis j'étais dans le champ? Ben n'hésite pas à me le laisser savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je pense que ce joueur de centre doit être la cible de Kent Hughes sur le marché des transactions? Ben c'est juste là. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!